Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, et si le climat au sens météorologique n'était pas le seul à se réchauffer, et si le climat scolaire se réchauffait lui aussi, c'est l'hypothèse que formule dans son nouveau livre Julien Cueil. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Guillaume Buan, l'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est la journée mondiale de l'alimentation aujourd'hui. Et bien justement, comment se nourrit-on à l'école? Zoom sur la cantoche avec Guillaume. L'heure de la récré, toujours avec Guillaume. Il a déniché ce geste héroïque d'un garçon de 12 ans. Il a littéralement sauvé son père des griffes d'un ours. Ça se passe aux États-Unis. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Amélie Paris, les années collège. Elle a enquêté sur la trousse. Alors pas la trousse avec les crayons et les stabilos, la trousse de maquillage des élèves. Tendance de l'année, la K-Beauty. Elle vous racontera tout. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti. Grand Oral. Julien Cueil, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé de philosophie en lycée depuis une trentaine d'années. Vous publiez, c'est longtemps, vous publiez chez RS « Je comprends rien. Pourquoi les ados résistent-ils aux apprentissages ?» Quelque chose a changé, dites-vous. De quoi est-il question par-delà la posture décliniste dans ce qui serait un réchauffement inédit du climat scolaire? Que signifie cette métaphore climatique appliquée à l'école? Alors justement, la posture décliniste me va pas du tout. Bon, je suis pas du tout, j'idéalise pas du tout le passé. Je pense pas du tout qu'on soit dans une situation catastrophique, mais j'ai pas que des bonnes nouvelles à annoncer. Bon, voilà, depuis quelques temps, quelques années, on sent une sorte de malaise latent et diffus dans les salles de classe. Quand vous dites on sent, il faut vous entendre au sens littéral. C'est le professeur ressent des choses, d'une électricité dans l'air, de la manière dont les corps bougent, de la manière dont les voix s'expriment. Vous démarrez vraiment comme ça? Oui, je crois que c'est le propre du métier enseignant aussi, d'être attentif à ces signes du corps, parfois difficiles à décoder pour un profane, mais qu'on apprend petit à petit à regarder avec attention. Alors c'est vrai que la métaphore climatique m'a paru la mieux appropriée parce que derrière les jeux de langage un peu habituels sur une prétendue baisse du niveau ou d'autres problèmes cognitifs divers, il me semble que ces difficultés se font l'écho d'une difficulté générale qu'on retrouve dans l'ensemble de la société, qui est le malaise social dans lequel on est pris, et dont la métaphore climatique pourrait être un emblème en quelque sorte. Impossibilité absolue d'obtenir le silence, plus de quelques minutes dans la plupart des classes. Est-ce que c'est l'indice d'une perturbation réelle ou un faux problème? Vous posez la question dans le bouquin, c'est une citation, je précise. Perturbation réelle, je crois. Alors c'est difficile de faire la part des choses. Est-ce que réellement c'était mieux avant ou pas? Moi, je n'en suis pas sûr. Et comme je n'étais pas sûr, j'ai voulu questionner mes collègues, de nombreux collègues de cet établissement. Oui, ça a duré plusieurs années en fait. Ça a permis à chacun de pouvoir se livrer et d'échanger, parce que parfois on n'a pas forcément l'occasion de le faire, et de recouper alors pas des diagnostics, ça serait un peu excessif, mais des impressions, disons. Impression d'un réel malaise, je dois dire, qu'on voit dans les enquêtes PISA ou autres, sous des formes plus quantitatives, mais qui, là, je trouve, prend un tour un peu plus concret à travers justement l'expression des corps et des difficultés de la classe. Oui, vous mettez des mots là-dessus. Ça se perçoit au volume sonore, à l'agitation des corps, à leur tension, comme si une fièvre s'était emparée des chairs. Plus loin, vous parlez de panne généralisée, anxiété, difficulté de concentration, d'attention, etc. Donc, vous l'avez dit, mais je peux le surligner pour avoir lu le bouquin, c'est pas un discours décliniste, c'est pas un discours tout fout le camp. Vous dites, mais vous dites quand même, il y a quelque chose qui est en train de changer. Oui, et je pense que quelque part, on oscille entre soit un catastrophisme, comme vous l'avez dit, soit une forme de déni, qui serait du côté de ce qu'on appelle psychologie positive, pédagogie positive ou autre, qui peut-être va un peu vite et saute un peu aux conclusions. C'est-à-dire, on a tous envie que les choses s'améliorent, mais pour qu'elles s'améliorent, c'est un peu comme pour le climat, je dirais. Ce défaut d'attention, cette hausse de la température d'1 degré dans les classes, elle touche tous les élèves, pas seulement les élèves réputés les plus en difficulté ou ceux qui sont les pré-décrocheurs, je vais dire. Tout à fait. Alors ça, c'est un point important, c'est que actuellement, il est bien repéré qu'on a des élèves à besoins éducatifs particuliers, atteints de troubles ou de troubles supposés du neurodéveloppement, qu'on pourrait évidemment discuter au niveau du diagnostic, mais ces élèves-là sont bien repérés. Par contre, c'est vrai que quand on regarde l'ensemble des traits qui définissent un élève, disons, porteur de troubles, on s'aperçoit qu'il pourrait s'appliquer à beaucoup d'autres. Et dans certaines classes, c'est quasiment la majorité de la classe, en fait, qui tombe un petit peu dans les mêmes items.
Tendons l'oreille et ouvrons l'œil, il y a quelque chose de sombre dans les regards tendus, les voix cacophoniques et jamais silencieuses, les corps impossibles à calmer. Même ceux qui pourraient sembler de la bonne humeur se manifestent un peu trop bruyamment pour ne pas cacher quelque chose. Ce serait quoi ce quelque chose ? Alors justement, je pense que c'est intéressant ici de faire appel à d'autres ressources que celles qu'on trouve habituellement dans les sciences de l'éducation, à savoir peut-être la psychanalyse par exemple, qui permet d'avoir une écoute un petit peu différente, non seulement de ce qui est dit, mais aussi des non-dits, des silences, des bruits, des voix justement. Et quand on prête attention à tout ça, on perçoit toutes sortes de choses qui effectivement n'étaient peut-être pas présentes, du moins pas à ce point me semble-t-il, il y a 15 ans. Comme Eh bien, comme l'impossibilité d'obtenir le silence, une grande préoccupation, une grande inquiétude de la part des élèves, et ça, ils finissent par le confier quand on les connaît un petit peu et qu'ils nous font confiance. Ça n'arrive pas tout de suite. Et il faut prendre le temps aussi de longs entretiens, parfois en tête à tête, pour que les élèves puissent raconter tout ce qu'ils ont. Au fond, vous dites qu'ils ne vont pas bien. Non, ils vont pas bien. Si on regarde leurs symptômes, en fait, c'est-à-dire beaucoup d'inquiétude, un manque de confiance énorme, l'irritabilité, des insomnies très très fréquentes. Ça, c'est un trait qu'il faut souligner, je pense. Un élève de 16 ans qui dort pas parce qu'il fait la fête, parce qu'il voudrait dormir et qui n'y arrive pas, ça dit quelque chose. Et il y en a vraiment énormément. Le philosophe Julien Cueil publie chez RS un nouveau livre, il s'intitule « Je comprends rien », sous-titre « Pourquoi les ados résistent-ils aux apprentissages ?» On se retrouve juste après l'anti-sèche pour la suite du grand oral. Guillaume Buron. Guillaume, bonjour. Bonjour Emmanuel. Notre actu du jour en ce 16 octobre, c'est la journée mondiale de l'alimentation. Avant de prendre la direction de nos cantoches, comme promis, un mot sur la situation en 2024 dans le monde. Alors là aussi, pas super réjouissant. On fait une émission pas réjouissante aujourd'hui, c'est comme ça. Il faut y faire, c'est comme ça, on n'est pas réjouissant. Après, ça le sera. Ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer. Oui, la pandémie de Covid, les conflits, les chocs climatiques, on en parlait, ont entraîné une augmentation du nombre de personnes qui sont confrontées à la faim. Selon l'édition 2023 du rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, entre 681 et 783 millions de personnes souffriront de la faim en 2022. C'est une augmentation de près de 122 millions de personnes par rapport à 2019. Plus de 3 milliards de personnes n'ont pas les moyens d'avoir une alimentation saine. De nombreux enfants de moins de 5 ans souffrent aussi de malnutrition. L'Afrique est le continent le plus affecté, avec 58% de sa population qui se trouve en situation d'insécurité. Alors l'objectif de cette journée, c'est le suivant, c'est de renforcer la sensibilisation et promouvoir l'action en faveur des personnes souffrant de la faim dans le monde et faire prendre conscience de la nécessité d'avoir une sécurité alimentaire et d'une alimentation nutritive pour tous. Merci, ça c'est vraiment le constat global, le sens de cette journée mondiale de l'alimentation. On a voulu néanmoins à cette occasion, on l'a un petit peu tiré côté School TV cette journée et mettre en avant les cantines. Bah oui, on a toutes et tous un souvenir de la cantine, bien évidemment. Premier endroit où l'on mange, il faut quand même le savoir, où l'on goûte, là aussi, beaucoup de choses. Alors justement, pour parler cantine, j'ai contacté celui qui cartonne vraiment sur les réseaux sociaux, c'est Guillaume Le Cantinier. Il est cuisinier, il est influenceur, il a plus d'1 million d'abonnés sur ses réseaux sociaux. Alors comment est né son compte ? Eh bien, il nous le raconte. Et un jour à la cantine, j'ai des élèves qui me demandaient beaucoup de steak, du steak de bœuf, alors que c'était du foie de veau. Alors j'ai fait une petite vidéo humoristique où je dis attention, si tu vois ça à la cantine, c'est pas du steak, c'est un foie de veau, ça n'a pas le même goût. Et je disais pas bon appétit. Et ça a fait beaucoup de vues. Beaucoup de vues, effectivement, et je vous conseille d'ailleurs ces vidéos. Il vulgarise justement l'alimentation, il nous parle de ce qu'il faut manger, le gaspillage et tout. On va revenir dans un instant. Mais la question qu'on pourrait se poser, la cantine en 2024, ça ressemble à quoi ? Bien, écoutez la réponse. D'un côté, elle est bonne, à travers les échanges que j'ai avec d'autres collègues qui font aussi des productions de vidéos dans leur cantine. Et d'un autre côté aussi, il y a encore des articles dans les médias qui sortent des histoires où ils ont des soucis aussi à la cantine. Il y a les deux côtés, il y a le tout industriel, il y a le 100% fait maison, il y a un peu des deux, voilà. Et par ailleurs, il y a une professionnalisation du métier depuis quelques temps. Alors à votre avis, est-ce qu'il y a une différence entre les cantines rurales et les cantines urbaines ? Souvent on dit, plus on est proche de la campagne, mieux on mange. Ce serait logique. Ce serait logique. Est-ce le cas ? Réponse. Dans des cantines de grandes villes, on peut manger très bien. En fait, tout dépend des collectivités, des moyens qu'ils mettent, du personnel sur place, voilà, parce que dans certaines régions, il y a des soucis de recrutement. Par exemple, en Dordogne, alors vous allez me dire, c'est pas la grande ville, c'est une région où il y a une grosse production, il y a du local, il y a du bio, puis il y a des moyens mis par la collectivité pour faire bien manger. Donc voilà, il y a des exemples comme ça, mais on peut pas dire que en ville on mange mal et à la campagne on mange mieux.
L'argent, le nerf de la guerre, vous l'aurez compris. Alors toutefois, dans les restaurants scolaires, car c'est bien là leur nom, non pas les cantines, mais les restaurants scolaires, il y a des contraintes budgétaires, mais aussi sanitaires avec de nombreux contrôles, les prises de température, les plats témoins, la traçabilité. Bref, tout est contrôlé pour éviter quelconque problème. Alors on va revenir sur notre thème du jour et l'alimentation. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui dans nos cantines ? Mieux on mange, moins on gaspille. La règle est simple. Il ne faut pas être dans la surproduction. Si on surproduit de la nourriture, forcément, on va en gaspiller. Et si on surproduit du bon comme du mauvais, l'élève, on essaie d'être à son écoute au niveau du gaspillage. Pour dire, voilà, si tu n'as pas faim aujourd'hui, mange moins. C'est pas grave, mais tu jetteras moins. J'ai participé à une journée contre le gaspillage alimentaire il y a très peu de temps et j'ai rencontré une cantinière de mon département qui a 0 gaspille dans son établissement. Elle a 137 élèves à son service et elle a une devise, tu prends, tu touches, tu manges. Et j'ai envie de dire ça à mes élèves maintenant. Et je me suis dit que, voilà, en fait, le 0 gaspille, c'est peut-être pas qu'une utopie. Là. Et oui, pas qu'une utopie, ça fonctionne. On touche, tu manges. Ça devrait être logique pour tout le monde, on est bien d'accord. Alors, vrai. est-ce que justement ces jeunes se sentent un petit peu impactés, impliqués justement sur l'environnement et la bonne nutrition? Écoutez sa réponse. En fait, il faut leur apporter une diversité de légumes régulièrement. En fait, un élève qui va goûter 6 fois la même chose, il va commencer à apprécier cette nouvelle chose. Mais voilà, ça commence pas au lycée, comme moi, je travaille dans un lycée. Ça commence vraiment en maternelle, en primaire, au collège. Là, c'est une continuité, quoi. S'il y a des choses à faire aussi, voilà, ça se passe aussi, ça commence à la maison, bien sûr. Il y a une continuité. C'est comme l'éducation à l'école, c'est la même chose. Bon, on y mange bien dans sa cantoche? Oui, on y mange très bien. 80% de ces plats sont faits maison. Ah bah, et pas les mal. pâtes à pizza lui-même, sachez-le. Donc ça donne envie. J'en ai commandé une, sachez. Merci beaucoup, cher Guillaume, pour cette chronique à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation. Le philosophe Julien Cueil publie chez RS « Je comprends rien, pourquoi les ados résistent-ils aux apprentissages ?» Il est invité du Grand Oral, on le retrouve. Julien Cueil, vous parlez dans le livre de difficultés cognitives croissantes. Concrètement, de quel ordre sont-elles? Alors, déjà, il a fallu que je demande à mes collègues ce qu'ils en pensaient parce que j'avais l'impression de ne pas être forcément fiable, moi tout seul. Je ne peux pas me faire une idée suffisamment objective. En demandant aux uns et aux autres, je me suis rendu compte que tout le monde partageait à peu près les mêmes diagnostics. Sauf qu'on hésite à le dire. On hésite à le dire parce que quand on est enseignant, on n'a pas envie de tenir un discours justement de déclinisme, un peu ronchon. Bon, on ronchonne, mais pas, on essaye quand même de garder le moral. Voilà. Et du coup, c'est difficile à avouer. C'est difficile parce que quand les élèves ne comprennent pas, on se dit peut-être que je m'y suis mal pris. Ça, c'est le biais de culpabilisation cher aux enseignants. Ou alors on se dit peut-être que c'est moi qui ai mal évalué, que finalement j'idéalise mes vieilles années et que aujourd'hui je me rends pas compte de ce qu'il en est. Alors en fait, si on creuse un petit peu, on s'aperçoit que quasiment 8 enseignants sur 10 quand même partagent un diagnostic assez inquiétant. C'est-à-dire que depuis, mettons, une dizaine d'années, parce qu'on n'est pas sur une fourchette hyper précise, on n'est pas dans une enquête scientifique, on est dans quelque chose de subjectif. On va dire que c'est un ressenti documenté quand même, c'est un peu plus que subjectif votre affaire. Oui, c'est du subjectif partagé, mais enfin, on ne peut pas chiffrer, mais disons qu'on a l'impression qu'il y a une perte d'attention, une perte de concentration, ça c'est net, perte de motivation aussi, et surtout des difficultés cognitives. Ce qui veut dire en fait... difficulté à comprendre les consignes, problème de maîtrise de la langue, et vous dites comme si les automatismes et les compétences de base n'étaient plus acquis. Comme s'ils étaient oubliés en fait, parce qu'ils ont été acquis. Ouais. Alors, comment comprendre ça? Alors, soit c'est les difficultés réelles, soit c'est les difficultés qui peuvent être... on ne peut pas écarter qu'il y ait une sorte d'effet de mode, si vous me permettez, au sens où les ados, il y a un côté un peu contagieux. Soit c'est une façon d'embêter les adultes, ce qu'on ne peut pas totalement exclure non plus. Soit c'est aussi le reflet d'un malaise social assez général. Il me semble que c'est l'hypothèse que je retiendrai. Avec montée dans le même temps d'une revendication d'avoir son propre ressenti, son propre désir, sa propre pensée, de ne pas céder sur son désir, dirait Lacan. Je vous cite, là encore, porté, j'imagine, ou articulé avec la montée des réseaux sociaux aussi. C'est-à-dire qu'il y a un souci de soi, de son image, de sa parole, qui n'existait peut-être pas, là encore, il y a 15 ou 20 ans.
Oui, bon, alors ça c'est assez bien documenté pour le coup, c'est l'individualisme général de la société qui produit ça. Bon, ça on s'en rend compte assez facilement. La question c'est quels sont les effets scolaires que ça peut avoir. Moi, c'est justement quelque chose qui me tracasse un petit peu, c'est que très souvent des élèves à qui on donne des conseils, on fait des recommandations pour essayer d'améliorer leurs difficultés, ne vont pas s'en saisir. Et ils vous disent quoi quand vous leur dites ? C'est-à-dire qu'ils écoutent, mais ils ne prennent pas en compte. Bon, après tout, c'est leur liberté, on pourrait dire, mais ils le revendiquent comme une forme de liberté, justement. Ce qui est plus embêtant, c'est qu'en philo, on essaye quand même parce que je suis prof de philo, de produire un dialogue avec l'autre. Et ce dialogue pose parfois problème. Beaucoup me disent, mais je ne peux pas écrire quelque chose que je ne pense pas. En philo, généralement, on procède par thèse, antithèse, souvent, pour caricaturer, il faut quand même se confronter avec un point de vue un peu différent. Et alors, ils vont facilement, ils vont produire un écrit correspondant à ce qu'ils ressentent eux, à ce qu'ils pensent eux, mais ils vont avoir beaucoup de mal à se mettre à la place d'un adversaire ou de quelqu'un d'autre. Alors ça, je pense que c'est une utilité de notre travail qui est grande, parce que si on peut leur apprendre ça, c'est une bonne chose. Notion d'esprit critique qui se trouve à raser, qui se trouve à... Alors, c'est compliqué. Bon, j'ai travaillé aussi sur le phénomène du complotisme. On pourrait dire que l'esprit critique, il est bien présent dans la population française et chez les jeunes aussi, mais pas toujours à bon escient. Bon. C'est ça. En l'occurrence, là, ce qui est peut-être difficile, c'est de remettre en question ses propres certitudes. Et bon, ça n'a jamais été facile, mais peut-être que ça l'est encore plus aujourd'hui. Ouais, pour le dire avec des mots simples, penser contre soi-même. Oui, penser contre soi-même, se décentrer. Et je pense qu'il y a une forme de culte du ressenti personnel qui est tellement sacralisé que ça devient difficile de s'en déprendre. On va parler aussi des effets du numérique sur tout ça, de la montée de l'intelligence artificielle. On le fera juste après la récré. On a besoin d'une petite récré aujourd'hui. Et on se retrouve ensuite, Julien Cueil. Guillaume, rebonjour. C'est jour de récré et c'est chouette. On traverse l'Atlantique, direction les États-Unis, le Wisconsin. On est à pas loin de 7000 km de Paris. Et une histoire tout à fait incroyable, je peux vous avez dégoté ça, d'un jeune garçon qui sauve son père des griffes d'un ours. Oui, c'est une histoire à découvrir et à lire dans mon quotidien en date du 5 octobre dernier. Effectivement. Début septembre, en fait, c'est un Américain de 43 ans qui a été attaqué par un ours noir. C'est son fils de 12 ans qui lui a sauvé la vie. En fait, c'était la première fois qu'ils allaient chasser tous les deux l'ours entre père et fils. Sauf que l'aventure a mal tourné. Ils s'étaient installés en fait dans une cabane en hauteur pour repérer justement ce mammifère. Ils avaient accroché des appâts. Jusque-là, rien de bien étrange et plutôt d'anormal. Lorsqu'un ours est apparu, l'enfant a tiré. Il a touché ce dernier, mais il ne l'a pas tué. Pas prévu quand même. Non, on est bien d'accord. Mais il a été blessé. Oui, il a eu la trouille. L'animal est parti. Il a été blessé. Et sachez que, ils ont attendu une vingtaine de minutes, toujours perchés dans leur cabane. Puis ils ont descendu pour essayer de le retrouver et d'un coup, en fait, l'animal est revenu sur sa position. Il s'est retrouvé face à ce père de famille et ce dernier a donc été attaqué avec une blessure à la jambe, au bras ou encore au visage. Il y avait donc une cicatrice. Les voisins sont venus les aider et donc c'est cet enfant qui a abattu en fait l'ours dans le dos en voyant son père en train d'être attaqué. Ouais. Bon. Je ne pense pas d'abattre les ours, mais c'est sympa de sauver son père. Tout à fait. Voilà. Après, au moins, il y a thèse, antithèse dans cette histoire-là. C'est exactement ça. Après, les rencontres entre les ours et nos amis, les êtres humains, c'est assez rare, effectivement. Vrai, ouais. Même si au Canada, on sait qu'il y a beaucoup d'ours, il faut faire attention. D'ailleurs, si vous allez au Canada, notez bien, il faut avoir un spray de gaz poivré pour se défendre en cas de rencontre. Et puis, en cas d'attaque, vous faites le bord. Ouais, vous bougez pas, direct. Vous restez, et puis au moins, vous êtes sûr de rien avoir. Guillaume, merci beaucoup pour cette récré, c'est-à-dire dans Mon Quotidien, journal du groupe Playback, dont on recommande vivement la lecture. Le philosophe Julien Cueil publie chez RS. Je comprends rien, pourquoi les ados résistent-ils aux apprentissages? Il est l'invité du Grand Oral, on le retrouve. Julien Cueil, il est forcément, j'allais dire, question du numérique dans le livre, et un des grands malentendus que vous traitez, c'est de dire c'est pas parce que les jeunes sont des grands usagers du numérique qu'ils en maîtrisent la technique, qu'ils comprennent ce qui se passe dans cet univers-là.
Non, pas du tout. On pourrait même dire, en forçant un peu le truc, c'est des handicapés du numérique, jusqu'à un certain point, parce qu'il y a une grosse difficulté pour rechercher des informations sur le net. Alors ça fait très longtemps que je le pratique avec les classes, c'est-à-dire qu'on travaille la recherche d'informations à partir de sites web. C'est quelque chose qui a été fait, incontestablement. D'autres enseignants l'ont fait, mais c'est pas du tout acquis, y compris en terminale, puisque j'ai des élèves qui sont en fin de scolaire, de secondaire. C'est troublant. Alors, ce qui me paraît troublant, c'est que déjà avant l'avènement de l'IA et des interfaces type ChatGPT, les élèves s'adressaient à Google, en l'occurrence, au moteur de recherche, comme une intelligence artificielle. C'est très marquant. Il lui parlait. Il lui posait des questions élaborées en demandant des réponses déjà élaborées et complexes. Donc, je pense qu'il y a un petit malentendu par rapport, en tout cas, à l'usage que nous, on aimerait faire dans l'enseignement du numérique. Alors, bien sûr, le numérique fait partie de la pédagogie depuis longtemps. Il ne s'agit pas de l'en chasser. Mais je ne suis pas sûr que le passage à l'IA, en l'état actuel des choses, soit favorable. Recommandable. Alors, bon... On peut toujours faire avec. Passage par l'IA, pour le moment, personne ne prescrit un passage à l'IA au sein de l'éducation nationale. Il n'est pas prescrit, il est réel. Il est de fait. C'est un usage, oui, c'est ça, voilà. Mais ce n'est pas une prescription. Non, mais pour les élèves, c'est un petit peu, alors pour filer la métaphore psychanalytique, c'est un peu le sujet supposé savoir, en fait. C'est Dieu, en fait. L'IA, c'est Dieu. C'est à la fois un doudou, une sorte de fétiche qui rassure. Parce que derrière toute cette affaire, ce qui domine, à mon avis, c'est l'anxiété quand même. C'est le grand affect dominant. Les élèves, d'ailleurs, le verbalisent. Une anxiété immense, qu'on ne mesure pas, je crois. Et une fragilité aussi immense, parce que après tout, ils vivent dans un monde où tout peut s'effondrer presque du jour au lendemain. C'est un petit peu une réalité, quelque part. Julien Cueil, vous proposez un certain nombre de pistes dans le livre. Il n'y a pas de solution miracle, mais quand même des leviers à activer, des choses, en tout cas, dans lesquelles vous croyez, que vous pratiquez. Est-ce qu'on peut, là, il reste 2 minutes, quand même ouvrir un petit peu des pistes d'espoir ? Oui, alors moi, j'ai pas de solution miracle. Il y a beaucoup de gens qui en ont, tant mieux. Moi, ce que je voulais, c'est le côté un peu désagréable de l'affaire, c'est mettre l'accent sur ce qui fâche et qui dérange un petit peu, à savoir cette difficulté réelle dont on ne prend pas toute la mesure. Je pense que comme pour le climat, tant qu'on n'aura pas été au bout de la prise de conscience de la gravité de la situation, on ne pourra pas y remédier vraiment. C'est pour ça que les remèdes un peu faciles de type positiver la relation ne me paraissent pas suffisants en fait. Les élèves sont abîmés. Les élèves, les jeunes, c'est des jeunes, ils sont souvent très abîmés. Donc il faut mettre les moyens, c'est pas une question de finance, même si ça peut jouer. Malheureusement, c'est une question de relation qui va être très très difficile à améliorer. Alors, ce qu'on peut faire nous au niveau pédagogique, évidemment, c'est déjà les faire parler. En ce sens, la philo, je pense, a un rôle particulier parce que c'est pas une matière tout à fait comme les autres. C'est la matière où on fait des débats, où on fait des échanges. Et une fois qu'ils ont compris ça, qu'ils s'en sont emparés, c'est vraiment formidable. Il y a quelque chose de... Alors, pas du miracle, mais quand même de l'ordre de l'espoir qui fonctionne. Allez, et puis il y a aussi redonner du sens au savoir, les ancrer dans valoriser l'expérience sensible, ça vous en parlait également, développer des pédagogies actives. Il y a quand même quelques pistes dans ce livre. Je comprends rien. Pourquoi les ados résistent-ils aux apprentissages ? C'est chez RS, signé Julien Cueil, professeur de philosophie depuis quelques années. Allez, une trentaine. Vous restez avec nous si vous voulez bien. On va redescendre d'un cran. On va aller au collège, du côté des années collège. On va regarder dans la trousse des collégiennes, dans la trousse de maquillage des collégiennes. Amélie Paris. Amélie Paris, bonjour. Bonjour. Notre rendez-vous avec vous, les années collège que vous observez à partir de votre poste de professeur documentaliste dans un collège de l'Est parisien. Une révolution dont on parle aujourd'hui dans le monde des cosmétiques et chez les jeunes en général, c'est la K-beauty. Oui. La K-beauty, c'est comme K-pop.
Comme exactement, Corée, oui, voilà. La K-drama. C'est ça. Donc, vous avez sûrement entendu parler du teint glowy ou glossy, du layering, du skin fooding, de la waterless beauty, de la glass skin. Eh bien, ce sont des termes qui font des millions de vues sur les réseaux sociaux que les ados jusqu'aux jeunes de 30 ans adorent et qui sont moins connus des générations plus anciennes. Je vous le confirme. Mais ce sont des termes qui sont nés avec la tendance K-beauty, donc qui nous arrive de Corée, venue rajeunir notre vieille skincare occidentale. Alors l'idée de cette révolution coréenne est d'adopter une routine quotidienne rigoureuse dès le plus jeune âge, donc dès l'adolescence, pour préserver la santé de la peau. On les voit donc utiliser des crèmes hydratantes avec un indice UV élevé. Et cette routine est différente le matin et le soir puisque l'on accumule des produits aux bienfaits différents, comme la poudre de charbon, l'huile, le tonique, le sérum lissant, le sérum éclat, le fluide matifiant, le masque en tissu, la crème hydratante, etc. Ok, ça prend juste 3 heures par jour. Ça prend du temps, ça prend de la place devant le miroir dans la salle de bain et ça peut laisser des traces sur les têtes d'oreiller, mais tout ça pour un teint soi-disant éclatant. Et je ne vous parle pas de maquillage, je vous parle juste de produits de beauté. Alors ces produits coréens sont souvent à base de bave d'escargot, de venin d'abeille ou encore de bambou, de ginseng ou de lait de sésame. Donc des ingrédients souvent utilisés dans la pharmacopée traditionnelle coréenne, réputée évidemment pour leurs propriétés hydratantes, apaisantes et régénérantes. Et donc en choisissant des formules à base d'ingrédients naturels, les marques coréennes réduisent l'utilisation des produits chimiques agressifs et séduisent évidemment de plus en plus Le monde, et notamment les ados. Ben oui, parce que les ados aiment prendre soin de leur peau, les ados aiment l'odeur et la texture de ces produits, ils aiment le packaging, ils adorent arpenter ensemble les rayons des magasins de cosmétiques, ils aiment tester ou s'échanger des produits lors de leur soirée pyjama et évidemment ils aiment TikTok, le réseau social qui a participé grandement à l'explosion de la K-beauty où se succèdent des peaux parfaites, des peaux lisses, des peaux en forme, mais des peaux qui ne sont pas forcément réelles. Alors si certaines marques de cosmétiques deviennent virales sur les réseaux, attention que cela ne vire pas à l'obsession. Et oui, mais comment on se procure tout ça? Ils exportent énormément, j'imagine, les Coréens? Oui. La Corée du Sud était le 4e exportateur mondial de cosmétiques en 2022, après la France, les États-Unis et quasi à égalité avec l'Allemagne. Et le gouvernement espérait bien dépasser l'Allemagne en 2024. Leur production annuelle a doublé en 10 ans. Et même si aujourd'hui les pays vers lesquels la Corée du Sud exporte le plus sont les pays d'Asie, ils ont envie de s'emparer du marché européen. Bon, moment de vérité quand même. Est-ce que c'est juste un effet de mode? Est-ce que ces bienfaits de la bave d'escargot sont vérifiés? Est-ce que c'est ce soin de peau, cette skincare, comme on dit en bon français, c'est bien ou c'est pas un peu trop sévère? Parce qu'en Suède, je crois, des restrictions sur la vente de certains produits ont été prises. Oui, exactement. La principale chaîne de pharmacie suédoise a pris la décision de ne plus vendre certains produits aux moins de 15 ans face au nombre croissant d'adolescentes, justement, même d'enfants de 8-10 ans qui venaient acheter des produits de soins avancés. En France, une telle restriction n'existe pas encore, même si les filles de la génération alpha, c'est-à-dire celles qui sont nées à partir de 2010, donc qui sont entre autres les collégiennes actuelles, restent persuadées que plus on commence tôt, moins on aura de rides. Et les dermatos, ils disent quoi? Ils sont inquiets aussi, les dermatologues, les pédiatres, ils se disent dépassés par cette tendance. Attention donc aussi avec les réseaux sociaux, puisque vous savez que quand vous allez liker un contenu, l'algorithme vous proposera ensuite des contenus similaires sur votre fil d'actualité. C'est les bulles de fil. Les bulles de fil, donc vous risquez de vous retrouver avec que des crèmes à base d'escargot ou des filles au teint parfait. D'où l'importance d'être modéré dans l'utilisation des crèmes et des réseaux sociaux. Voilà le résultat des cahiers réseaux sociaux. Et ce n'est pas Julien Cueil, je pense, qui contredira cette conclusion. Julien, merci. Amélie, merci beaucoup. Julien Cueil, merci beaucoup aussi de nous avoir rendu visite dans cette émission. Je ne comprends rien. Pourquoi les ados résistent-ils aux apprentissages? C'est chez RS, un essai tout à fait passionnant. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Coralie Roulet au maquillage, Marine Plantec et Dylan Colère pour la préparation de l'émission, et qui sont en régie aujourd'hui avec eux sont Thibaut Goury-Lafont et Angèle Jean-Girard à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet, sur les réseaux sociaux. Vous retrouvez même depuis la rentrée dernière le Grand Oral en version audio sur les principales plateformes de podcast.